Bonjour à toi et bienvenue sur Faire et défaire. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent. Par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe quelle autre plateforme et à laisser 5 étoiles ou un like. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à créer plus facilement des opportunités d'interview. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Sinon, je compte sur toi. Aujourd'hui, je rencontre Valentin Decker. J'ai découvert Valentin sur Internet en 2017, le jour même où j'ai découvert la plateforme de blogging Medium. Valentin y postait très régulièrement des articles et il a été rapidement suivi par de plus en plus de personnes. Comme l'écriture est un sujet qui me passionnait déjà à cette époque et sur lequel je cherchais aussi à m'améliorer, je l'ai aussi suivi. Et tout est allé très très vite pour lui. Il a sorti son premier livre en 2017, Devenir remarquable à l'ère du numérique. Dans la foulée, il a rejoint Live Mentor, une école en ligne pour les entrepreneurs dont j'adore les formations et l'équipe. Depuis, Valentin travaille toujours chez Live Mentor, tout en écrivant aussi beaucoup, à la fois sur son site internet et à la fois sur l'écriture de son deuxième livre. D'ailleurs, ce deuxième livre s'appelle Expédition créative et il est presque prêt. Il sortira autour du 20 octobre. Dans cet épisode, Valentin parle de comment il a démystifié l'entrepreneuriat pour s'orienter vers l'écriture, qui se trouve être un domaine dans lequel il parvient à s'exprimer et à créer. Il explique aussi pourquoi ce domaine lui permet de vivre selon ses valeurs et selon une philosophie de vie qui lui correspond. On parle bien sûr beaucoup d'écriture et d'organisation. Si toi tu n'écris pas particulièrement mais que tu as une autre activité dans laquelle tu aimerais t'améliorer et que tu aimerais ancrer dans ton quotidien, les conseils de Valentin pourront tout à fait s'appliquer à toi ou alors ils pourront t'inspirer pour créer ton propre système. Enfin, on parle de la place du marketing et de la vente et de comment ces concepts peuvent s'harmoniser avec les processus créatifs pour permettre au livre de Valentin, mais encore une fois c'est totalement valable pour tes projets à toi aussi, de gagner en visibilité. Tu trouveras toutes les références évoquées dans cet épisode dans la description. Très bonne écoute! Salut Valentin, merci d'être là. Salut, merci de m'accueillir. Alors, j'ai lu ton livre qui s'appelle « Devenir remarquable à l'ère du numérique ». Et dans la dernière édition, en tout cas, il y avait une préface faite par Alexandre Dana, donc pour qui tu travailles chez Live Mentor. Ouais. Et je vais te lire un passage pour t'envoyer la main. Donc, il a écrit dans la préface « En ce qui concerne ce livre, je pense savoir quelle est la motivation de l'auteur. Il semble né d'un sentiment peu courant, mais très énergique, le besoin d'affirmer une transformation. » Valentin, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'était que cette transformation, s'il te plaît ? Ça, c'est du Alexandre tout craché. Il adore prendre cette posture de coach et essayer d'expliquer. Le bouquin, en fait, quand je l'ai écrit, il concrétisait un petit peu une recherche de moi-même que j'avais entamée depuis 2 ans, en gros. Moi, j'ai commencé à écrire en 2015-2016 et le livre, je l'ai publié en 2017. Et c'était un peu l'aboutissement du chemin que j'ai parcouru. Au début, j'ai commencé à écrire juste pour faire des résumés de bouquins, mais j'avais une envie forte de m'améliorer moi-même et de mieux me comprendre. Parce que moi, du coup, j'avais fait école de commerce et à aucun moment, je m'étais vraiment interrogé sur ce que je voulais faire. Et tu vois, j'ai appris un peu la voie par défaut toute ma vie. Et là, j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, maintenant, si je veux avancer, si je veux donner une direction à ma vie et ma carrière, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse et il faut que... C'était con, mais je me suis dit, il faut que je me cultive, il faut que je sache plein de trucs. Et du coup, j'avais commencé à lire beaucoup et à écrire beaucoup. Et l'écriture, ça m'a plu. Ça a été un moyen pour moi de véhiculer mes idées, véhiculer ce qui me tenait à cœur, véhiculer ce que je lisais, véhiculer ce que je voyais faire des gens hyper inspirants, des mecs qui créaient des boîtes, des mecs qui écrivaient, enfin plein de profils inspirants dont on ne parlait pas à l'école. Et ça, j'ai envie de dire à tous mes potes d'école, ben regardez, lisez-le et je l'ai écrit pour vous et allez le lire. Et donc, ça a commencé comme ça. Et je me suis vraiment pris au jeu et ça a débouché 2 ans plus tard sur le bouquin dont tu as lu une ligne de la préface. Oui, j'ai pas lu que une page de la préface. À l'instant. Je te rassure, je l'ai lu en entier. C'est cool. Ok, merci, super. Et du coup, dans la continuité un petit peu de cette explication sur ta transformation, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. Toujours une question délicate, mais j'aime bien dire que là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, 26 ans à la fin de l'année. J'ai 2 vies un peu. Une vie le jour où je travaille chez Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs.
Au début, je suis rentré en tant que copywriter, donc toujours lié à l'écriture. J'écrivais des newsletters, articles de blog. Et progressivement, ça a évolué. Et aujourd'hui, j'ai un rôle qui est un peu plus large, où je m'occupe de lancer les formations qu'on lance, les nouvelles qu'on fait. Donc, c'est un rôle un peu de chef de projet, où je dois un peu faire en sorte que tout se passe bien pour le lancement, avec toujours une dominante marketing. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Je fais ça depuis 1 an et demi, donc depuis décembre 2017. Et en parallèle, ce que je fais la nuit, c'est que j'écris. Donc ce truc-là, je le continue et je continue à le développer. Et aujourd'hui, j'écris sur mon blog perso, donc c'est valentindecker.com, des articles, toujours cette volonté d'introspection et de mieux me comprendre, mieux me connaître, et aussi d'apporter de la valeur, parce que je me suis rendu compte, notamment avec le livre, que ce que j'écrivais, ça parlait à d'autres gens. Et du coup, ça, je le continue. Donc, il y a un travail donc c'est pour moi. Et je sens aussi que l'écriture et le fait de créer une audience en ligne et de construire quelque chose, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ce qui m'a permis d'aller chez Live Mentor, c'est ce qui m'a permis de faire un deuxième livre, c'est ce qui me permet de rencontrer plein de monde. Et ça, j'ai envie de le continuer et de devenir meilleur à l'écriture et de pousser ce truc et de voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Ok. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'écriture, c'est vraiment un sujet, en tout cas, qui est revenu récemment dans mes podcasts et qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur la phrase d'Alexandre, comment aujourd'hui, toi, tes techniques d'écriture, elles ont évolué entre le moment où tu as écrit ton livre, qui était aussi un moment où tu travaillais pas encore, et maintenant que tu travailles, alors du coup, Ouais. tu travailles, t'écris le soir, donc tes rythmes de lecture, tes méthodes d'écriture et de lecture, comment elles ont évolué? Ouais. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais en stage. Donc, je travaillais un petit peu. C'était moins intense, c'était moins exigeant, mais oui, forcément, ça a évolué. Je me rappelle que quand j'ai démarré, ça partait vraiment d'un sentiment hyper innocent et hyper. Tu vois, j'avais aucune ambition par rapport à ça et je me disais pas, je vais en faire un truc dans 5 ans. Alors, Je vais qu'est-ce que écrire. tu te disais? Pourquoi tu le sortais? J'avais vraiment envie d'exprimer mes articles j'avais un truc à dire en fait. Et même si quand je le relis, tu vois, c'était vraiment nul. Et, mais c'était un truc hyper innocent et qui venait un peu du cœur. Et donc j'écrivais comme ça. Et j'avais pas trop de méthode, juste je me posais, j'écrivais. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai plus un challenge de m'organiser et parvenir à être rigoureux. Donc là, pour moi, vraiment le maître mot, c'est être rigoureux et discipliné. Et donc aujourd'hui, concrètement, comment je fais? J'écris à 2 moments. J'aime bien me lever plus tôt le matin avant de partir au taf pour me dire ok, je fais 20 minutes, une demi-heure et je suis content. Et le soir, du coup, quand je rentre, pareil, faire une demi-heure, 1 heure si je peux, pour comme ça, si je fais 1 heure à la fin de la journée, je suis content. Parce qu'au final, 1 heure tous les jours, même si je fais pas tous les jours parce que je sors, je fais des trucs et ça m'arrive de rater des jours, mais j'essaie d'être le plus régulier possible. Et si je fais ça 3-4 jours par semaine, à la fin, ça avance. Et j'écris mon article, j'écris ma partie du livre sur laquelle je travaille, avec bien sûr des week-ends où je dédie plus de temps. Mais j'essaye vraiment. Aujourd'hui, j'ai passé ce stade je fais ça juste par innocence et par passion entre guillemets. Je suis plus, euh, euh, j'ai cité un auteur que j'aime bien qui s'appelle Steven Pressfield, qui a écrit plein de bouquins, mais dont un qui s'appelle la guerre de l'art. Et il explique que quand tu fais des projets créatifs, il y a ce qu'on appelle la résistance qui vient un peu t'empêcher de faire des projets. Plus le projet est gros et plus c'est dur à mettre en œuvre. Tu vois, écrire sur un post-it, c'est très simple. Écrire un livre, c'est hyper dur. Alors qu'en soi, c'est la même tâche. Juste, fondamentalement, c'est ça. Et ce qu'il explique, c'est que quand tu veux faire un projet, ton cerveau, il veut un peu t'empêcher de le faire. Et en fait, il a plein de moyens hyper vicieux. T'as la peur, t'as le doute, t'as le syndrome de l'imposteur, t'as la peur d'être mauvais, la peur du regard des autres, la peur des critiques, t'as la flemme, la procrastination, t'as envie de juste regarder la télé, d'aller sur Instagram. Enfin, en fait, t'as envie de tout faire sauf faire ce que tu veux faire. Et ce qu'il explique, c'est que le plus dur, c'est pas d'écrire, c'est de faire le trajet entre ton lit et ton bureau pour écrire. Et c'est là que c'est le plus dur. Bref, je digresse, mais tout ça pour dire que il y a 2 types de personnes par rapport à la résistance. Il y a ceux que lui, il appelle des amateurs, donc qui se laissent avoir par la résistance et qui parviennent pas à la surmonter et à la combattre. Et il y a les professionnels qui ont compris que la résistance, quoi que tu fasses, elle sera toujours là, que c'est normal,
que en fait, elle partira jamais. Et la seule posture à adopter, c'est celle d'un professionnel. Ça veut dire tous les jours, je suis à mon bureau. La page blanche, ça n'existe pas. J'écris quoi qu'il arrive et je suis rigoureux et en fait, j'ai aucune excuse. Et au fond, c'est ça. Si vraiment tu t'es ambitieux et t'es déterminé, je pense que t'as aucune excuse valable pour ne pas faire les choses. Après, il y a toujours des circonstances particulières, mais en tout cas, dans mon cas, j'ai aucune excuse fondamentalement qui m'empêche de faire les choses. Et donc, c'est plus une question de rigueur mentale. Et là, c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment me dire, en fait, ça dépend vraiment que de moi. Et juste, est-ce que je pose mes fesses sur ma chaise tous les jours et je fais en sorte que ça avance. Et donc là, j'essaie d'avoir cette posture-là, qui est pas du tout simple, mais je l'ai et ça m'aide beaucoup. Ça t'aide, par exemple, à quel niveau? Ça m'aide en me disant, en fait, je l'ai intégré. J'ai intégré que tous les soirs, je écris. Et c'est comme ça. Et je me pose même plus la question, en fait. C'est juste, je mange, ok, je me détends un peu, mais après, je vais écrire. Et je l'ai intégré dans ma routine, dans ma manière de penser. Et au final, c'est en tâche de fond tout le temps, même dans ma journée, j'ai toujours des moments où je pense à ça. Et les jours où j'écris pas, du coup, enfin, ça me manque pratiquement, quoi. C'est comme si tu t'étais pas lavé les dents, quoi. Bah, c'est un peu ça. Je le dis, putain, je me suis couché, mais j'ai pas écrit, quoi. Et du coup, j'y pense. Et du coup, j'ai cette phase-là. Et je trouve que raisonner comme ça, se dire, si je suis sérieux avec ça, je suis un pro, et du coup, j'ai aucune excuse, je trouve que c'est assez libérateur parce que du coup, tu comprends que ça dépend que de toi, encore une fois, et que c'est en ton pouvoir, et que c'est vraiment à toi d'aller le chercher, ce truc-là, quoi. Et je trouve ça super intéressant et super puissant. Et quand t'écoutes beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, en fait, ils te racontent toute cette histoire, en fait. Là, j'ai relu la biographie de Stephen King, donc immense auteur. Et lui, ce qu'il dit, c'est que tous les matins, sans exception, jour de Noël, le 4 juillet, son anniversaire, il se met à son bureau et il sort pas avant qu'il ait pas écrit 2000 mots. C'est ouf, hein. Ouais, et ça a rien à voir avec l'inspiration, ça a rien à voir avec des flashs de talent ou de génie. C'est juste le mec, ça fait 20 ans que tous les jours, il fait 2000 mots. Il crache 2000 mots. Et même si c'est mauvais, il dit, il y aura toujours une phrase à garder, il y aura toujours quelque chose qu'il pourra conserver, qu'il pourra réutiliser. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que la machine elle est lancée, une fois que tu as fait l'effort de commencer un truc et de démarrer un projet, après pour le maintenir, ça va. Mais si t'es pas régulier, si tu fais rien, c'est facile de rien faire. Ouais. Et t'as un espèce de cercle vicieux qui se met en place, et aussi un cercle vertueux à l'inverse, où quand tu fais des choses, c'est plus simple de maintenir la roue à tourner, quoi. C'est aussi ce qu'il dit dans La Guerre de l'Art, qui est un de mes livres préférés que je recommande. Je le mets dans toutes les mains dès que je peux. Ouais. T'as lu? Moi, je j'adore. le donne à tout le monde. Et moi, je me rappelle, je l'ai lu c'était en octobre là, l'année dernière, en 2018. Ça a dû beaucoup t'aider. Ça m'a énormément aidé. Et le mec est d'une clarté incroyable dans ce qu'il écrit. Il se lit vite en plus, donc tu repars avec beaucoup d'informations très claires. Ouais. Très rapidement. Et du coup, qu'est-ce que tu as changé quand tu as lu ce livre? Est-ce que tu as changé des choses à la lecture de ce livre dans ta manière de préparer la sortie du livre, de ton livre? Le deuxième, du coup, ouais. Ah, d'accord. Tu l'as lu en octobre de 2018. Cette année, ouais, cette année. En fait, j'étais un peu à un moment où j'avais un peu de doute et je réfléchissais à ce que je voulais faire, à ce que je voulais écrire. Et tu sais, quand tu doutes, tu peux vite repousser les choses et pas faire. Et ce qui explique, c'est en fait, c'est juste normal et c'est juste le processus et c'est juste, faut accepter de même si tu doutes, quand même avancer. Même si c'est pas très clair, même si tu vois pas à 5 mètres, en fait, c'est en avançant que tu vas voir à 5 mètres. Et ça m'a aidé et ça m'a fait comprendre aussi qu'on vit tous un peu la même chose quand on crée des projets. Après, c'est personnel à chacun, mais on a tous ces blocages, toutes ces difficultés. Et le fait de vraiment le lire et avec un mec qui l'explique de manière très claire, ça m'a beaucoup aidé. Et après, il m'a fait prendre conscience que, en fait, il y a pas de raccourci, pas d'excuses, c'est juste, écris tous les jours, quoi, et ça ira. Et c'est un peu, je l'ai vraiment intégré à ce moment-là, quoi. Et tu disais que t'avais douté, par exemple, dans le processus d'écriture aussi du premier livre? Ouais. Après, j'étais très déterminé. Ok. Quand j'ai commencé quand l'idée a germé, j'avais vraiment envie de le faire. Et pourquoi d'ailleurs tu voulais le faire?
c'était un peu ce que tu disais avant, ça concrétisait les 2 ans de questions, de lecture, d'écriture que j'avais fait avant. Okay. C'était un moyen de me dire, voilà, là je fais un vrai truc. Okay. Un truc peut-être qui était incarné avec une forme physique, alors même s'il y a une version digitale, un truc que tu puisses dire j'ai fait ça. Oui, là j'ai mon bouquin chez moi, je l'ai en papier et c'était un accomplissement, c'était un peu une fierté. Okay. Mais tu me posais toujours plein de questions, est-ce que ce que j'écris c'est bien, etc. Mais pour le coup j'arrivais à avancer, mais je me rappelle bien que une fois que j'avais fini, il m'était dit donc je le publie en décembre et il était fini et je me suis dit putain c'est nul, je le sors pas. Je le laisse dans mon ordi, personne ne le verra jamais, je le sors pas. Et ça a duré 2 semaines, et je n'osais pas le faire. Et je trouvais toutes les excuses, je me disais, mais pour qui tu te prends? T'as 24 ans, pourquoi tu vas écrire un livre? T'as rien fait de ta vie, ce que t'écris c'est nul. Toutes ces questions, je les ai eues, et je me suis réveillé un dimanche matin, je me suis dit, putain, maintenant arrête tes conneries, tu publies ce truc-là, et je l'ai publié. Et même si c'était pas finulé à 100%, je le publie, et vu que c'est sur Amazon, tu peux toujours modifier. Mais je me suis dit, ok, je le sors et comme ça il sort de moi. Et après du coup, j'étais hyper gêné pendant 1 semaine et c'est un sentiment bizarre à la fois très fier et à la fois hyper gêné. T'as à la fois envie que tout le monde le lise mais que personne ne le lise parce que c'est un peu, je me sentais assez vulnérable quand j'ai publié. Mais au final je l'ai fait et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais juste avant de le sortir, c'est hyper dur. Et c'est ce que Seth Godin dit quand il dit le plus dur c'est shipper, donc c'est délivrer le truc, parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau il active toutes tes peurs les plus profondes et les plus dures à surmonter. C'est je suis personne pour le faire, c'est nul, on va me critiquer, on va le lire, on va trouver que c'est nul et honnêtement c'est sûrement nul mon livre. Enfin, tu vois, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un best-seller machin, mais si t'acceptes pas que ce soit pas forcément bon, tu pourras jamais faire un truc bien. Parce que le chemin, pour être bien, il commence par être mauvais, quoi. Sans parler d'être mauvais, mais par des étapes intermédiaires. Et puis, tu seras toujours plus avancé que celui qui ne l'a pas fait, quoi. C'est ce que je me disais aussi, ouais. Et aujourd'hui, t'as vendu combien de livres? Un peu plus de 500, là. Est-ce que tu sais qui a acheté ton premier livre? Alors, moi, pour le coup, je le vends uniquement via Amazon. Et Amazon ne te donne pas les emails des personnes qui l'ont acheté. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens qui me contactent et qui l'ont lu, qui m'écrivent sur Facebook, par email, et qui me font des retours et à qui je discute et c'est dingue, ouais. Et qu'est-ce que ça, par exemple, quel genre de conversation t'as pu avoir avec des gens qui avaient lu ton livre? Déjà, la première chose, c'est que quand je l'ai écrit, je pensais qu'il parlerait que aux gens un peu de ma situation, de mon âge. C'est-à-dire école de commerce, situation confortable, mais ne sait rien faire de ses mains et se pose plein de questions et réfléchit sur la vie et débarque dans la vraie vie et est perdu. Ça, je me suis dit, ça c'est mon lecteur type. Mais en fait, je me rends compte que j'ai eu des gens qui ont 40 ans, des gens qui ont 50 ans, qui l'ont lu, qui me contactent et à qui ça parle aussi. Donc ça, c'est assez dingue. Et qu'est-ce qui leur parle alors? Cette quête de sens, ces questions que tu te poses, ce truc où t'as passé ta vie sans te poser de questions et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu remets tout en cause, tu remets tout en question et c'est un chamboulement qui est assez gigantesque, quoi. Oui, puis qui arrive plusieurs fois dans une vie en fait. Donc, ouais, je pense. Tu peux arriver à toucher n'importe qui doute. Je pense, ouais. Ça fait beaucoup de personnes. Ouais. Et après, les conversations que ça génère, c'est souvent des gens qui me disent qu'ils se sont reconnus dans ces questions, dans le cheminement un peu de je sais pas trop où je vais, mais je sens qu'il y a un truc, je sens que j'ai des envies, je sens que ma situation actuelle ne me convient pas et que j'ai envie de changer. On en revient à ce que disait Alex, c'est un besoin de transformation et de changement profond, quoi. Et donc c'est des conversations comme ça qui sont assez cool et j'ai rencontré des gens très différents et auxquels jamais j'aurais pensé parler, quoi. C'est assez dingue. T'as une histoire, une anecdote comme ça à raconter sur quelqu'un que t'aurais rencontré grâce à tes écrits d'une manière générale? Ouais. Pour le coup, ça m'a vraiment fait rencontrer beaucoup de monde. Le livre, mais aussi les articles que j'avais écrits sur Medium avant et sur mon site. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde dessus et des gens qui sont devenus des amis à moi, vraiment très proches, on se voit souvent. Mais plus récemment, là, j'ai mangé un midi, ça doit être il y a quelques semaines, avec un mec qui avait lu mon livre. C'était un mec, il devait avoir, je sais pas, 35 ans. Il bosse en banque, en gestion de fortune.
Donc, ouf, déjà, sur le papier. Il m'a dit qu'il l'a passé à tout son service, mon bouquin. J'ai dit, ok, d'accord. Et en fait, il m'a dit que avant ça, il était joueur de foot pro jusqu'à ses 22 ans. Il a dû arrêter à cause d'une blessure. Et genre, du coup, discussion incroyable, quoi. Et parcours incroyable. Le mec, il avait à peine un diplôme. Enfin, du coup, quand tu veux être footballeur pro, ben, tu mises pas trop sur tes études. Du coup, il avait rien. Il s'est fait une blessure. Ça arrête sa carrière très jeune. Et du coup, il s'est reformé. Il a fait un BTS, etc. Et il a remonté les échelons de la banque hyper vite. Le mec hyper déterminé, gros mental. Pour le coup, ça l'a beaucoup aidé, je pense, le sport. Et super parcours. Et là, il veut créer un projet. Et du coup, trop intéressant, quoi. Mais jamais ce mec-là, j'aurais rencontré autrement, quoi. C'est sûr. Et jamais j'aurais pensé qu'il s'intéresse à mon livre, surtout. Et finalement, ça lui a, ouais, il a rencontré une période de doute énorme, j'imagine. Enfin, il se blesse, Ouais. là, Ouais. le projet de sa vie tombe à l'eau, donc il a dû, ça a dû lui faire écho. Et je me demandais du coup, parce que là, donc t'as écrit un livre, t'es en train d'en écrire un deuxième, Ouais. et en même temps, ton travail, c'est le marketing, c'est aussi une thématique qui t'intéresse. Et je me demandais comment on fait ou alors, pour ne pas tomber dans le piège, j'allais dire, mais est-ce que c'en est vraiment un? Tu vas me dire, il y a un peu une question dans la question. Je me demandais comment on fait pour écrire un livre qui ne soit pas conçu 100% pour être marketé, entre guillemets, et qu'on n'achète pas, que tu n'écris pas pour être vendu, mais que tu écris tellement bien qu'il sera vendu. Ouais. Je ne sais pas si la formulation est très bonne, mais je vois bien ce que tu veux dire. Tu vois l'idée. Merci. C'est une bonne question parce que c'est... Moi, pour le coup, ce que j'écris, ça part toujours d'un sentiment profond que j'ai, de questions que je me pose et de situations que je vis. Tu vois, mon premier livre, c'est assez introspectif et c'était vraiment mon cheminement personnel et les questions que je me posais et les réflexions que j'avais. Là, le deuxième que j'écris, si en quelques mots j'en parle, je parle de deux constats importants. Le premier, les personnes les plus créatives qu'on connaît dans le monde, etc., c'est rarement des énormes génies ou des mecs très talentueux, mais c'est ce qu'on disait avant, des personnes hyper rigoureuses, des personnes qui sont là tous les jours, des personnes qui travaillent énormément, et des personnes qui sont hyper déterminées et qui ont mis 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'avoir leur succès. Il y a un décalage entre perception, donc on se dit c'est des artistes, c'est des génies, ils sont un peu fous machin, et réalité où c'est plus hyper rigoureux, hyper cadré et hyper des mecs hyper pros au final, des professionnels. On en revient à Pressfield. Et donc, premier constat. Et deuxième constat, quand tu fais un projet créatif quel qu'il soit, particulièrement quand tu fais des podcasts, des articles machin, où c'est un peu différent, il y a pas trop où on invente un peu des codes. Enfin, le mot est fort, mais ça existe pas vraiment encore. Il y a personne qui a vraiment montré la voie. Où l'ennemi, c'est pas forcément l'autre, la concurrence ou le marché, mais c'est toi. C'est tes doutes, tes questions, la résistance. C'est ça. Et en fait, le but, c'est d'écrire un livre qui accompagne tous les gens qui montent des projets et qui aide un peu à surmonter les doutes et un peu, j'imagine, comme le livre de chevet du créatif, quoi. Et Pressfield, c'est une inspiration énorme pour moi. Donc ça, c'est un peu la thématique du livre. Et ça, pourquoi je l'écris? Parce que c'est ce dont j'ai besoin, en fait. J'écris des livres que j'aimerais lire et que j'aimerais trouver en librairie, quoi. Et je me dis que si ça me parle, ça parlera à quelqu'un d'autre. Après, effectivement, je bosse dans le marketing et donc j'ai une démarche où je me demande toujours comment est-ce que je peux le marketer, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il soit le plus vendu possible. Et moi, pour le coup, j'adore ça. J'adore le double aspect écriture et projet entrepreneurial et projet de marketing et comment, quand tu as zéro audience, tu te fais connaître par des gens et comment tu peux faire en sorte qu'ils l'achètent. Ça m'intéresse. Mais pour le coup, je tombe pas dans l'écueil. Je le fais pour le vendre parce que déjà, je pense que si ton déjà c'est un très mauvais business écrire des livres parce que du coup tu gagnes très peu d'argent et c'est hyper dur. Tu vas te dire je vais faire 6 mois de taf tous les jours pour aller 1 000 €, disons. C'est pas rentable et il y a beaucoup plus de projets plus intéressants déjà et plus rentables financièrement et plus, je pense, excitants en termes de marketing à faire si c'est vraiment ça qui te passionne. Moi, c'est plus le côté, c'est les deux qui me passionnent avec quand même la dominante écriture. Après, il y a un autre conseil, il y a un conseil qui revient souvent, c'est dans le blogging et dans l'écriture et même dans tout en général, c'est choisir une niche et écris que dessus. Et du coup, tu penses le marketing dans ce que tu fais. Et ça, c'est pas un truc que moi j'ai.
Et c'est peut-être un problème parce que du coup, j'ai peut-être moins de lecteurs ou tu vois, plutôt que de me faire un blog où je parle par exemple que de Instagram. Et là, du coup, c'est très ciblé. Et tu vas attirer des gens qui cherchent des conseils sur Instagram. Et du coup, là, enfin, t'as plein de contenu à créer. Et tu peux vraiment construire un truc. Moi, c'est plus là-bas, c'est toujours mes réflexions, ce que je ressens, les questions que je me pose, les livres que je lis, les rencontres que je fais. Et donc, ça part toujours de moi. Et après, je le raccroche avec, en faisant en sorte que ça parle à des gens, etc. Mais ça part toujours de moi avant du marketing. Et, euh, et je pense que avant de commencer à écrire, j'ai fait d'autres projets de ma vie où j'avais plus l'approche inverse, où je me disais euh, comment je peux faire un gros truc, ou comment je peux faire un truc qui marche, ou comment j'analyse le marché et je vois un trou et je me mets là et je fais un produit spécifiquement parce que là il y a un trou dans le marché. Par exemple, t'avais essayé de faire quoi? Des projets ridicules. En vrai, je fais une marque de t-shirt à un moment, j'avais C'est pas fait. ridicule, une marque de t-shirt. On a tous les gens qui se lancent. Ouais, mais justement, enfin, j'avais fait, c'est avec un pote Alexis, s'il écoute, on voulait faire une boîte où on louait des espaces de travail pour entreprises dans des conteneurs. Bah, et on fait pousser des fraises dans des conteneurs. Hein, donc... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça partait de l'angle, euh, en termes de business, ça peut marcher. Parce Oui, que, oui, je vois ce que tu veux parce que dire. les gens veulent un truc flexible, pas très cher, machin. Et du coup, on était parti comme ça. Mais fondamentalement, les conteneurs, ça nous faisait chier. L'immobilier de bureau, en fait, on n'était pas passionné par ça. Euh, et en fait, on a commencé pour les mauvaises raisons. C'était l'entrepreneuriat, mais sans idées personnelles, en tout cas, sans Ouais, c'est why, ça. en fait, Ouais, pour c'est un peu ça. reprendre ce que tu évoques dans ton livre et ce qui Ouais, était ouais. aussi développé Oui, par Simon. ouais. Et en fait, c'était pour les mauvaises raisons que je le faisais. Et, et effectivement, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose parce que soit je voulais devenir entrepreneur ou soit j'avais vu un trou dans le marché, je voulais me mettre là, ça marchait pas. Par contre, le jour où je me suis vraiment écouté et j'ai fait quelque chose où j'ai commencé faire des choses de manière désintéressée et juste par passion, même si je trouve un peu le mot biaisé et difficile à employer, le mot passion, mais en fait, c'est là que j'ai été régulier, je m'y suis tenu et c'est comme ça que j'ai réussi c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et à quel moment tu as lâché, en gros, l'envie de gloire pour te concentrer sur Ouais. quelque chose auquel dans lequel tu allais t'engager, coûte que coûte, et qui n'était pas justement une passion évidente Ouais. qui ressemblerait à j'ai tapé 3 notes sur un piano, j'étais génial et j'aime Ouais. ça pour toute ma vie. Ce Ouais. qui est aussi un des mythes de l'artiste, Ouais. comme quoi ça lui tombe dessus, Ouais. et il est abreuvé d'inspiration tous les jours. Et donc plutôt comment voilà comment on quitte ce côté un peu envie de gloire pour envie de faire quelque chose déjà qui a du sens pour Ouais. moi. Bah, c'est vrai que à un moment de ma vie, je me rappelle, c'est d'être, je pense en 2013-2014, notamment quand j'ai créé cette boîte de conteneurs machin là. Enfin, c'était même pas une boîte, c'était rien, c'était juste un projet. Mais, avec Alexis, du coup, on avait vraiment envie de gloire, je pense. On était vraiment motivés par me faire un truc énorme qui change le monde, blablabla, machin. Vraiment faire une grosse start-up. Mais je pense que c'est, encore une fois, cette démarche d'introspection, de lire beaucoup, de me poser des questions, d'écrire aussi, m'a aidé à mieux me connaître. Et vraiment, et vraiment le bienfait numéro un que l'écriture sur moi, c'est qu'aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans. Alors après, c'est aussi le processus de maturité, tu grandis, tes expériences, machin, mais vraiment, l'écriture, ça m'a aidé à mieux comprendre ce pourquoi je suis bon et ce pourquoi je suis pas bon. Et, euh, et Live Mentor m'aide aussi, pour le coup. Je vois ce que fait Alex, donc créer une boîte avec des employés, etc., et lever des fonds. C'est pas un truc qui me correspond. C'est pas un truc dans lequel je serais épanoui, et c'est pas un truc dans lequel je serais bon. En plus, moi, ce que fait Alex, je suis incapable de le faire parce que il a des qualités qui lui sont propres que moi, j'ai pas. Mais il y a un moment, effectivement, je me projetais et je rêvais de ça. Mais en faisant des projets qui marchent pas, et en m'en rendant compte et en expérimentant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre voie pour moi, qui était plutôt celle de faire des projets euh, qui resteront à mon échelle, euh, qui ont pas vocation à être très grands, mais qui plus me permettront de me créer un mode de vie qui me convient et de m'affranchir un peu des codes, le mot est fort, mais plus la valeur que
que je chéris le plus, c'est la liberté. Et c'est pas forcément la gloire ou l'argent. Même si je sais que j'ai aussi besoin de reconnaissance pour ce que je fais, c'est un truc qui est important pour moi. Mais vraiment, si je devais en mettre quelque chose en numéro un, c'est la liberté. C'est pouvoir me dire, je choisis les projets sur lesquels je bosse, je choisis quand ça me fait chier, quand je veux faire autre chose. Et si ça me plaît, à l'inverse, bah, je peux me mettre à fond dessus, quoi. Et ça, je l'ai compris récemment. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, quoi. Pendant que Ouais, pendant que t'écrivais le livre. en même temps, chez Live Mentor, quand Ouais. j'écrivais, enfin, c'est à ce moment-là que je l'ai compris, ouais. Et il y a un mec qui s'appelle Paul Jarvis, que tu connais peut-être. Non, ça me dit C'est rien. c'est un mec qui est freelance depuis 20 ans, c'est un Canadien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Company of One. Ah, j'en ai entendu parler, Voilà, j'avais pas retenu l'auteur. il a beaucoup marché, enfin, depuis en 2019 là. Et lui, il a ce mode de vie là où il s'est construit un business pour soutenir le mode de vie qui l'intéresse et pour vivre un peu la vie qu'il veut. Et du coup, ça veut dire que en fait, il a pas d'employé. Alors, il bosse avec des freelances, il a quand même des gens autour de lui, mais il a pas d'employé, il a pas levé de fonds, donc il a pas de contrainte de grossir, etc. Lui, il s'est juste concentré sur faire mieux plutôt que faire plus. Et du coup, il choisit ses clients. Aujourd'hui, comme il est devenu très bon et très reconnu dans ce qu'il fait, il a des super missions qui tombent, ils sont très bien payés, il gagne bien sa vie, mais il fixe des limites. Il se dit, à tel niveau d'argent que je gagne, je suis content, je suis fine avec ça. Je veux pas travailler plus de X heures par semaine parce que je veux dédier du temps à d'autres choses, ou je veux faire des choses qui ne sont pas du travail, mais qui sont quand même quelque chose de créatif, etc. Il a un podcast, notamment, voilà. Ça m'inspire plus, tu vois. Et ouais. Du coup, ce serait quoi ton ambition là aussi le mot serait peut-être fort, mais en tout cas, t'as ton schéma de comme c'est la liberté ta valeur la plus forte, ton schéma de vie-travail idéal. Je dirais que dans 5 ans ou dans 10 ans, si la vie que j'aimerais avoir, c'est celle de j'ai un peu une audience de gens qui me suivent pour ce que je fais, pour ce que j'écris. Alors peut-être que ce sera plus de l'écriture, peut-être que ce sera des vidéos, du contenu, des podcasts, j'en sais rien. Je me ferme pas de porte, mais en tout cas, j'ai des gens qui me suivent pour mon travail, et j'arrive à en vivre d'une manière ou d'une autre, tu vois. Un peu de freelance peut-être, des bouquins, du contenu. Enfin, il y a quelques manières de faire. J'ai pas de vision précise, mais en tout cas, j'aimerais être indépendant déjà et faire mes choses pour moi, et choisir les projets sur lesquels je bosse. Et je sens aussi que j'ai besoin d'avoir plusieurs projets différents. Tu vois, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Ryan Holiday. Lui, sa vie, c'est il vit dans une ferme au Texas. Alors moi, la ferme au Texas, ça me plaît pas trop, mais en tout cas, il vit dans une ferme au Texas. Il fait des bouquins, il en sort un par an. Et à côté, il a une agence qui conseille des auteurs sur leur sortie de bouquins. Et il conseille Tim Ferriss, il conseille tous les plus gros mecs aux US. Et il bosse avec eux sur leur lancement. Il fait un peu du conseil. Et ça m'intéresse bien, tu vois. Juste me dire, j'ai un bouquin par an qui sort, sur lequel je travaille quelques jours par semaine dessus. Et en parallèle, j'ai un projet avec peut-être des potes, où je mets mon temps sur d'autres projets qui me font kiffer et qui me donnent envie de m'investir, quoi. Des projets créatifs, sur lesquels j'ai pas forcément de contraintes financières, mais juste me dire, ce truc-là, j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Ouais, ça va dans la continuité de ce que tu disais, de multiplier, de ce que tu expliques aussi dans ton livre et de ce que Ouais. dans la continuité de ce que tu Ouais. dis, de multiplier les expériences pour mieux se connaître et puis pour mieux découvrir ce qui te plaît ou pas. Et quelque part, le fait déjà de pas avoir la contrainte financière, je pense que ça va aussi avec le schéma de liberté dont tu parlais, parce que tu te libères des codes, ou en tout cas du conditionnement, et tu peux aller explorer sans peur, Ouais. en plus de rater un truc, même par une KPI économique, puisque de toute façon, tu te nourris grâce à autre chose, quoi. Ouais. Après, c'est hyper dur à avoir comme mode de vie, je pense. Ouais. Je pense, c'est le cas. Mais c'est ce à quoi j'aspire, et c'est pour ça que j'écris tous les soirs en plus de mon taf, et là, chez Live Mentor, je suis très heureux parce que c'est un endroit où j'apprends beaucoup. C'est un endroit qui est hyper ouvert, hyper bienveillant, et dans lequel, effectivement, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. On voit beaucoup de gens qui montent des projets. Et moi, je me nourris de tout ça, et je trouve les synergies entre ce que je fais et Live Mentor, elles sont énormes, et
Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur endroit où je pourrais être pour la situation dans laquelle je suis. Pour apprendre des choses, rencontrer plein de monde. Tu vois, j'adore bosser avec Alex, c'est un mec qui m'apprend plein de trucs. Et je trouve ça génial, quoi. Et tu parlais d'un hypothétique futur où tu écrirais un livre par an, un peu comme Ryan Holiday. À quel moment tu as eu envie de sortir le deuxième livre déjà? En fait, j'avais déjà commencé à écrire un deuxième livre l'année dernière, que j'ai jamais sorti. Pendant que tu étais en train d'écrire le en fait, premier? Le premier, je l'ai écrit En 2017. J'ai commencé à l'été 2017. Donc, je l'ai publié en décembre 2017. Et en 2018, j'avais un autre projet de livre. Okay. Que je suis pas allé au bout. J'avais dû écrire, je sais pas, 50 pages peut-être. Mais j'étais pas allé au bout. J'avais besoin de faire un peu une pause. Parce que c'est assez intense d'écrire un bouquin. Donc, j'avais besoin de faire une pause et de rien faire quelques mois. Et de réécrire sur mon blog et de me rechercher un peu un thème qui m'intéresse. Tu penses que tu avais épuisé, entre guillemets, le thème où t'étais, sur lequel tu avais été pour le premier livre? Non, parce que le thème du deuxième, que j'ai pas fait, mais du deuxième dont j'avais le projet, était un peu différent déjà. Je voulais parler un peu c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est des mecs qui ont 1000 fans et qui vivent de ça. Donc la théorie des 1000 fans de Kevin Kelly, ça m'intéressait, je voulais en faire un livre, expliquer comment ils ont fait, et en parallèle, aller à la rencontre de personnes qui vivent selon ce schéma-là, et décortiquer comment ils font. Et du coup, j'ai fait des interviews, j'ai fait des entretiens, mais que j'ai jamais sorti d'ailleurs. Mais du coup, ce projet, je l'ai arrêté parce que j'avais besoin de faire un break un peu. Et j'avais envie d'écrire sur mon blog aussi. Et de partager des choses et d'avoir des lecteurs toutes les semaines. Ce qui est important, c'est aussi de voir des retours et de voir que des gens te lisent vraiment, quoi. Parce que quand tu fais un livre, tu peux vite être dans l'extrême où tu te fous dans une cave pendant 6 mois, personne te voit, tu sors rien et à la fin, tu sors un gros truc. Et ça me dérangeait un peu quand j'écrivais ce second livre. Du coup, j'ai eu de nouveau une phase où pendant 6 mois, je cherchais un peu des thèmes qui m'intéressaient, j'écrivais sur mon blog, je commençais à avoir d'autres lecteurs, enfin, avoir plus de lecteurs, jusqu'au début de l'année 2019, cette fois, où là, je me suis dit, OK, là, je me sens prêt pour repartir et réécrire un livre. Et pareil, le thème, c'était toujours ce qui me prenait la tête sur le moment et ce que j'avais envie de dire et les gens que j'ai envie d'aider, quoi. Pour ce deuxième livre, qu'est-ce que tu vas faire différemment du premier en termes de recherche d'informations pour avoir du contenu qui soit pas qui vienne illustrer en tout cas ta réflexion, en termes d'organisation et d'écriture en soi, et en termes de promotion derrière du livre? Sur le premier, déjà j'étais allé au bout du projet, qui pour moi est un accomplissement en soi. Bravo. Merci. Parce que j'étais pas sûr d'y arriver. Tu vois, j'ai fait plein de projets avant, comme je te disais, où je suis jamais allé au bout de mes projets. Ouais. Au bout de quelques semaines, j'abandonnais et je laissais tomber. Mais là, du coup, je suis allé au bout et la méthode que j'ai utilisée, elle marchait pour moi. C'est-à-dire que toutes les semaines, je publiais une partie de mon livre sur mon compte Medium à l'époque. Toujours ce truc-là de j'ai envie de partager des choses au fur et à mesure. J'ai pas envie de me mettre dans une cave pendant 6 mois et au bout de 6 mois sortir un truc. Et j'ai envie au passage, accumuler des gens qui me lisent et des lecteurs qui attendent la sortie du livre. Donc là, je l'ai bien aimé. Et du coup, ça, je le refais aujourd'hui. Où là, sur mon site, depuis 2-3 mois, chaque dimanche, je publie une partie du livre que j'écris. Là, j'ai un peu d'avance, mais c'est le secret un peu du truc. Mais donc ça, je le reprends. Après, pour les recherches, pareil, je lis beaucoup. J'essaye un bouquin par semaine. Mais là, je me nourris aussi du premier livre que j'ai écrit, du processus, de ce que j'ai appris, de l'expérience que ça a été, de tout ce que j'ai fait entre temps, des articles que j'ai écrits, de ce que je fais chez Live Mentor, des gens que j'ai rencontrés. Tout ça vient nourrir ma réflexion et les idées que j'ai et mes recherches. Mais fondamentalement, c'est beaucoup de lecture. Dès que j'ai une idée, je la note. Enfin, j'ai pas mal de documents sur mon drive où j'écris plein de trucs et je note des choses. Donc ça, et j'enrichis avec ce que je ressens. Je me fais beaucoup de notes vocales aussi. Oui? Quand je marche dans la rue, j'ai une idée, pour pas l'oublier, je m'envoie des trucs à moi-même. Sur Facebook, je me les envoie tout seul et je me dis, là, je parle de ça et pour pas l'oublier, en fait. Ah, c'est marrant, moi je prends des notes, j'écris tout. Ouais. Dès que j'ai une idée, je l'écris, mais j'avais pensé à faire les notes vocales et puis je me suis dit jamais mais ça marche très bien. Mais jamais je vais les écouter. Mais des fois, je me fais des sessions où je vide tout.
je vis tout ce que je me suis dit Ouais, et c'est ça. je le mets dans les bons endroits. Faut avoir la discipline de se dire Ouais. toutes les semaines, avant d'écrire le samedi matin. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, ça, c'est pour la partie recherche. Sur la partie écriture, là, je trouve que je suis assez bien structuré. Comme je te disais, j'écris le matin, le soir et le week-end. Pas tous les jours, mais c'est un peu ça. Où là, j'ai vraiment ce état d'esprit de me dire rigueur, régularité, tous les jours, je fais un peu. Et ça ira. Et ça va d'ailleurs. Euh, et après, pour la promotion, euh, le premier livre m'a montré que même si personne ne me connaît et je sors de nulle part, j'ai quand même réussi à vendre des livres et j'ai quand même réussi à intéresser des gens et j'ai quand même eu des bons signaux positifs. Et donc je me dis que si je continue à poster des articles régulièrement, si je continue à tous les dimanches envoyer une newsletter, ce que je fais, si je continue à bah tu vois à rencontrer plein de monde, bah ça va que continuer à grandir quoi. Donc ça depuis 2 ans je le fais. Toi j'écris un article par semaine, j'ai une newsletter que je continue à faire grandir. Je suis passé sur mon site, j'ai quitté Medium et je suis sur mon site qui me permet d'avoir plus d'adresses email, etc. Donc ça, c'est une démarche active que je fais depuis 2-3 ans. Oui, je voulais te demander pourquoi tu avais décidé de quitter Medium, étant donné que Hmm. c'était un peu la plateforme qui t'avait permis de... Ouais, Bah, tu avais une traction naturelle ouais, grâce à Medium, déjà, d'être au milieu de d'autres gens qui peuvent te retrouver. Et puis en ouais, plus, toi, t'étais bien mis en avant par Medium. ouais, Donc ça pouvait être un cercle vertueux. ouais. En fait, Medium, je suis un peu arrivé au bon moment, au bon endroit, quoi. Un peu Ah. par hasard, où il y avait pas trop de mecs qui écrivaient en français. Et il y avait la publication Medium France, qui à l'époque repartageait beaucoup d'articles en français et qui avait une belle audience mine de rien. Et du coup, je me suis retrouvé là-dedans. Et comme j'étais l'un des rares à publier régulièrement, et en fait, j'étais souvent mis en avant. Et du coup, j'ai gagné, ça sert à rien, mais beaucoup de followers. J'ai accumulé des followers et c'est un peu ce qui m'a lancé. Mais là, j'ai quitté Medium en novembre là de 2018 parce que il y a plusieurs problèmes que je vois. Medium, c'est une boîte qui doit gagner de l'argent à la fin et qui donc monétise son audience et les gens qui sont dessus et qui donc qui prend plein de petites décisions qui vont pas dans le sens des gens qui créent sur Medium. Concrètement, ils ont mis des articles avec ce qu'on appelle un paywall, donc faut payer pour lire l'article. Donc tu as plein d'articles qui sont pas accessibles au public. En gros, tu peux en lire 3 par mois et ça va assez vite. Euh, Medium ne te met Du coup, Medium pousse plus ces articles-là, enfin, il les met plus en avant pour encourager les gens à payer, etc. Euh, Même si aujourd'hui, j'ai 1500 followers sur Medium, et même si j'ai ces followers-là, ils voient pas mes articles. Quand ils sortent, ils sont pas notifiés, ils sont mal mis en avant. Et quand je regarde mes stats, j'ai assez peu de visiteurs qui viennent de Medium. Mais c'est pratiquement que des mecs externes. Et donc ça, plus le fait que Medium met des pop-up partout, t'as des petits bandeaux quand t'es sur mobile où l'expérience elle est pas aussi bien qu'à l'époque. Tout ça m'ont fait réfléchir à quitter Medium. Et donc j'ai créé mon site et je me suis rendu compte que quand t'as un site, enfin ce que je veux dire est très con mais c'est très vrai. Je m'en suis rendu compte, c'est que Google c'est une machine énorme et que quand tu commences à avoir un peu de SEO et de mecs qui viennent via Google, en fait, ça peut vite devenir énorme avec le temps. Et ça, je m'en suis rendu compte et j'ai envie de creuser ça. Surtout quand on a les mains dans le marketing comme toi, Ouais, un petit peu, ouais. ça aide aussi. Toi, Même si je suis pas un c'était moins expert un en risque. SEO, mais, Oui, mais, bien sûr, mais ne serait-ce que de connaître un peu le oui, oui, bien principe, sûr. c'était Ouais, un moins gros risque de quitter Medium pour toi que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ouais, quoi. bien sûr. Et je pensais pas que le SEO allait être important pour moi. Parce que comme je te disais, j'écris pas sur une niche, j'ai pas des Oui, thématiques, tu vois, je réponds pas à des questions précises. Mais il y a comme des articles, bah, qui marchent bien sur Google et on me trouve comme ça. Et donc, ça, j'ai envie de le creuser. Et je me suis aussi rendu compte que même si j'ai beaucoup moins de vues sur mon blog que sur Medium, euh, c'est des lecteurs qui sont beaucoup plus engagés. Tu vois, ils viennent dans mon univers, ils viennent chez moi, c'est mon site, il y a ma photo, c'est mon design. Et donc, je peux mieux contrôler l'expérience. Et du coup, les mecs sont plus engagés et tu vois, je capture, entre guillemets, plus d'emails qu'avant. Qui est un peu le jeu quand t'es un blogueur, c'est d'avoir des emails. Et donc, et ça va plus vite maintenant qu'avec mon site, qu'avec Medium. Avec beaucoup moins de lecteurs. Mm. Ah oui, t'as quand même moins de Ouais, ouais. lecteurs maintenant que sur Medium. Ouais, Mais par contre, ils sont plus engagés. ouais. Je devais avoir un moment peut-être 10 000 lecteurs par mois sur Medium. Waouh. Et là, je dois être à 2 000 sur mon site.
mais je chope plus d'emails. Les 1000 vrais fans. 1000 vrais fans. Ouais, enfin, j'en suis loin encore, mais. Oui, mais déjà, mais c'est ça. Si t'as 2000 personnes sur ton site. Par mois. Oui, ouais. oui, je m'en doute. Mais c'est déjà un bon signal. Je veux dire, c'est pas évident pour quelqu'un aujourd'hui. Si t'es sur un réseau social, tu peux passer d'un site, mais dur. C'est d'abord sur le réseau social que tu vas sur le site de l'autre. Alors, ça marche pas forcément sur Medium. C'est plutôt des gens qui sont amenés sur Medium. Moi, par exemple, pour le podcast, les gens, je les emmène à lire mon article sur Medium depuis LinkedIn. Parce que Medium, aujourd'hui, je te disais, il y a 3 ans, c'était différent. Oui. Il y a 3 ans. Quand il y avait Medium France aussi. Et puis, il y a 3 ans, Medium poussait beaucoup les petits créateurs et voulait qu'un maximum de monde écrive sur Medium. Et donc, ils te mettaient beaucoup en avant. Et là, ils le font beaucoup moins. Et là, l'opportunité, c'est plus LinkedIn, effectivement, où t'as un reach qui est ouf, tu vois. Et sur Facebook, il est pourri, le reach, parce qu'ils veulent te faire payer. Et sur LinkedIn, ça viendra aussi. Je pense que dans 6 mois ou 1 an, LinkedIn, ça va être un peu mort. Mais du coup, effectivement, quand tu démarres, c'est hyper dur. Moi, si j'avais démarré directement par mon blog, je pense que j'aurais pas réussi aussi. Enfin, là, j'ai pas du tout réussi, mais ça aurait pas aussi bien marché que maintenant, parce qu'il faut aller sur le blog et il faut faire la démarche. Et en plus, je connaissais Valentin. rien. C'est ça. Alors que sur Medium, t'as une chance d'être découvert par d'autres personnes qui sont sur le site. Sur LinkedIn, c'est pareil. T'as une chance que ton post soit vu par d'autres personnes qui sont sur LinkedIn. Et ça, c'est une force. Et au début, pour démarrer, c'est hyper puissant, ça. Ouais. Et je pense que ce sera la dernière question, mais comment tu gères la solitude de ce projet, entre guillemets. Aujourd'hui, t'es salarié, bien sûr, mais à terme, tu vas être, tu souhaites être indépendant. On va être confiant pour toi, tu vas être indépendant. Et du coup, il y a toute quand même une solitude qui vient avec ce style de vie, non seulement parce que bien sûr, tu connectes avec plein de gens, mais la première connexion, elle est digitale. Alors, bien sûr, après, tu as transformé l'essai dans la vraie vie pour certains cas. Mais du coup, quand tu n'as pas aussi ce rythme un petit peu... ce que je ressens, moi, quand je fais le podcast, c'est que le fait d'être salarié, à des moments, j'ai la frustration de me dire, là, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, j'accumule des points pour que je vais dépenser dans ma soirée à faire le podcast. Quand c'est ça tous les jours, quand tu as vraiment la solitude finalement et la responsabilité que tout pèse sur tes épaules et que tu n'as plus personne pour rythmer tes journées, comment toi t'appréhendes ça? Quel est ton rapport à ça? Moi, de base, j'ai la chance ou pas la malchance, mais je suis assez solitaire, donc j'aime bien être tout seul et moi, tu mets un week-end où je vois personne, ça me va, tu vois. Pas tous les week-ends, mais ça me va. Et donc quand tu veux écrire, c'est plutôt une qualité dans ce cas-là. Il y a d'autres projets pour lesquels c'est horrible d'être comme ça, mais là, moi, ça me va. Donc il y a ça. Et après pour le coup, j'aime bien aussi et je m'entoure de gens qui font des projets. J'adore parler avec des gens qui font des projets. Chez l'Alimentor, il y a un mec qui s'appelle Kylian et on est tout le temps ensemble parce que lui aussi adore développer des projets. Donc tu vois, on se comprend et on parle le même langage. Et du coup, on discute souvent. Et du coup, j'adore j'ai besoin aussi de m'entourer de gens qui font des projets comme moi, qui comprennent ce que je vive et ce que je disais à l'instant, c'est on parle le même langage et du coup c'est hyper nourrissant et c'est hyper enrichissant et dans la vie un peu que je t'ai décrit avant d'ici 5-10 ans, j'aimerais bien avoir une partie de ma semaine où je suis tout seul et une partie où je suis accompagné avec d'autres gens et je fais plein de projets et c'est hyper dynamique, tu vois. Mais j'ai besoin d'avoir l'équilibre et là j'ai la chance que tout seul je suis OK avec moi-même. Oui. J'ai appris de base, je suis solitaire et en plus, j'ai appris à bien me connaître et j'ai appris à savoir comment je fonctionne. Et du coup, ça me va très bien d'être tout seul et juste d'écrire le soir, d'être dans le noir à mon bureau et d'écrire, quoi. Ok, bah écoute, moi je te souhaite que ça te permette de sortir ton deuxième livre comme tu veux et que ce soit un succès à la mesure de ce que tu lui souhaites. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Valentin. Merci à toi. Merci beaucoup à Valentin pour son temps et pour ses conseils. Tu peux retrouver l'actualité de Valentin et tout son travail sur son site valentindescartes.com. Valentin a écrit aussi une super newsletter à laquelle je te conseille de t'abonner. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode ou tu peux le faire directement depuis son site internet. Pour ma part, j'ai hâte de lire Expédition créative qui sortira donc aux alentours du 20 octobre.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le manifester en lui donnant 5 étoiles ou un like, selon sur quelle plateforme tu m'écoutes. Si tu as des feedbacks ou des idées de personnalités inspirantes à interviewer, tu peux m'envoyer un email à faireetdesfaire@gmail.com. Tu retrouveras l'adresse dans la description de l'épisode. D'ici là, je te souhaite de mettre en place les conseils de Valentin pour tes routines créatives et pour lancer tes projets. À bientôt dans le prochain épisode.